Recevoir autant de commentaires sympas et plein d'amour en faisant une vidéo sur le viol, quelque part, je trouve que c'est d'une sacrée belle ironie quand même, non? Bonjour tout le monde, on se retrouve donc dans mon décor temporaire pour cette intro à l'arrache de ma partie 2 pour ma série de vidéos du coup sur la culture du viol et la littérature de l'imaginaire. Si vous n'avez pas encore regardé la première, honnêtement je vous conseille de regarder au moins l'intro de la première vidéo, histoire que vous compreniez de quoi on parle. Et sinon, si vous avez regardé la première, félicitations d'être arrivé jusque-là. Aujourd'hui au programme, eh bien, j'aimerais que ce soit plus réjouissant que la première, mais malheureusement pas vraiment. En même temps, on s'en serait douté. Alors, dans la première partie, donc on a vu des scènes que je trouvais peu satisfaisantes d'un point de vue de la culture du viol euh, en général, hein, soit parce que ça décrivait carrément pas la scène comme un viol alors que c'en était clairement un, soit parce que je trouvais que ça allait pas assez loin. Eh bien, aujourd'hui, on va voir des scènes que je trouve plus intéressantes et qui traitent la question du viol de manière voilà, plus pertinente, en tout cas de mon point de vue. Alors, finalement, je trouve, et c'est quelque part logique, que les scènes qui sont lues dans cette vidéo sont plus difficiles parce que bah, tout simplement elles abordent plus les conséquences de ces actes et la violence intrinsèque de ces actes. Ne vous en faites pas, je garde le principe de la première vidéo, c'est-à-dire de mettre des timecodes pour que vous puissiez passer ces scènes où vous pouvez vous repérer visuellement aussi quand il y a des vidéos de chat, ça veut dire qu'il y a lecture d'extraits, donc n'hésitez pas à les passer si c'est trop difficile pour vous, de toute façon il y a le commentaire après, je pense qu'il est tout à fait compréhensible sans. En tout cas, j'avais envie de vous dire un énorme merci parce que ces vidéos m'ont demandé énormément de travail. Et j'ai eu des retours vraiment qui m'ont vraiment touché, enfin des retours vraiment de qualité. Donc voilà, je voulais vous dire merci parce que je me sens vraiment récompensée pour toute l'énergie que j'ai mis dans ces vidéos. Et j'ai très envie de faire d'autres vidéos analyses comme ça autour de thèmes plus que des présentations de bouquins par la suite sur la chaîne. J'hésitais beaucoup sur ce genre de format, je me demandais si ça pouvait intéresser des gens. J'ai l'impression que oui, donc je garantis pas de refaire ça demain parce que voilà, c'est beaucoup de taf, mais attendez-vous à en voir d'autres par la suite sur la chaîne. Et je ne vais pas parler plus que ça, puisqu'il y a déjà quand même pas mal de contenu encore une fois dans cette vidéo. D'autres romans vont comporter aussi une scène de viol, mais ils vont en faire un point clé, un moment de bascule de l'intrigue. Et pour cela, mon premier extrait sera de Jean-Laurent Del Socorro avec son roman Boudica. C'est donc ça, procurator? Tu viens avec une armée pour pouvoir baiser la femme que tu désires? Si tu crois que je vais me souiller avec une Icène, qu'elle soit reine ou putain, tu te trompes. Et rassure-toi, ce n'est pas toi non plus que mes soldats vont violer. Presque au même instant, les cris de Defixia et de Vindoria retentissent. Je me débats, mais les légionnaires qui m'entourent raffermissent leurs poignes. Ils me tordent ensuite les bras pour me forcer à me mettre à genoux. La douleur n'est rien face à celle qui me broie le ventre à chaque hurlement de mes filles. Bâtard d'aigle, je te crèverai, toi et les tiens, sans prendre à des gamines. Est-ce donc ça la puissance de la grande Rome que tu incarnes? J'en appelle au Dieu, elle brûlera bientôt par ma main ou celle de ton empereur fou. Dussé-je verser mon propre sang? Tes prières vont être exaucées, Boudica. Un légionnaire armé d'un fouet sort des rangs. Je le vois disparaître de mon champ de vision quand il me contourne pour se placer dans mon dos. Tandis que mon bourreau déroule son arme, le procurator vient me chuchoter. Dorénavant, femme, tu sauras qu'il ne faut pas m'humilier devant mes hommes. Ainsi ce n'est pas Rome qui vient réclamer son dû, juste un homme blessé dans son orgueil. Le procurator, incapable d'assumer lui-même sa vengeance, abuse de son pouvoir pour l'assouvir. Catius Decianus n'est pas un aigle, c'est un rat sans honneur qui se rêve des ailes. Icène, je vous laisse une semaine pour venir me porter la moitié manquante de la taxe que vous devez à Rome. Ne me faites pas attendre, car ma patience et ma magnanimité ont leurs limites. Le premier coup de fouet me cingle le dos. Ce ne sont pas mes cris qui percent mes oreilles. Ce sont ceux de Defixia, à peine une femme, et de Vindoria, encore une enfant. Je sens leur douleur aussi nettement que la lanière de cuir qui m'arrache la peau. Mes entrailles se tordent sous le souvenir de la naissance de mes filles, qui se mélange à mon impuissance à les protéger. Je chuchote ma haine, les yeux baissés vers le sol, car je n'ai pas la force de me redresser.
Le sang goutte de mes épaules jusqu'à imprégner la bile qui me pend entre les seins. Au 9e coup, je refuse de m'évanouir. Je n'ai pas le droit de fuir alors que les hurlements de mes filles résonnent encore. Je trouve assez de volonté pour lever la tête vers Catius Decianus juste avant que l'ultime coup ne me frappe. Je taille son visage dans la pierre de ma mémoire. Un homme qui s'en prend à des enfants n'est pas un homme, juste un animal enragé qu'il faut abattre. Pour situer un brin quand même le contexte historique sur cet extrait, Boudica c'est un personnage qui a réellement existé et on sait très peu de choses sur elle, mais un des points qu'on connaît, c'est justement cette scène où elle est violentée, enfin elle est fouettée, et ses filles sont violées devant elle. Donc c'était difficile de toute façon de passer à côté, pas tellement parce que c'est le sujet du roman, mais parce que sinon ça commence à plus du tout être le personnage de Boudica. Honnêtement, j'avais très peur en commençant ce roman justement de cette scène, mais j'aime le parti pris de Jean-Laurent Del Socco, donc qui va avec le reste du style du roman, mais on est dans une grande pudeur, on comprend tout à fait ce qui se passe sans avoir besoin de détails, et pourtant cette scène est extrêmement violente, même justement sans décrire précisément ce qui se passe. Et après, les conséquences vont être dramatiques, puisque après cette scène, déjà Boudica va mettre un petit moment à s'en remettre, mais en plus, elle va se venger, mais genre devenir vénère, puisqu'elle va raser Londres. Oui, rien que ça. Autre roman assez indispensable quand on parle de littérature de l'imaginaire et de viol, Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Attention, je pense que c'est vraiment l'extrait le plus difficile de cet épisode, donc n'hésitez pas à le skip, c'est vraiment difficile. Les Nourous descendirent de leur scooter, mais leurs femmes restèrent perchées sur la selle. Le cercle se referma, les viols commencèrent. Toutes les femmes au kéké, jeunes, mûres et vieilles, furent violées, plusieurs fois. Leurs agresseurs semblaient ne jamais se fatiguer. Ils étaient comme ensorcelés. Lorsqu'ils se dépensaient dans une femme, ils avaient encore plus à donner à la suivante, et encore à la suivante. Ils chantaient en violant. Les femmes Nourous qui les avaient accompagnés riaient, montraient du doigt et chantaient aussi. Tous employaient la langue commune des Sipos afin que les Okeke puissent comprendre. Ce fut Najiba qui souffrit le plus. Les autres Okeke étaient battus et violés, puis les agresseurs les libéraient, ce qui leur laissait un peu de répit. L'homme qui prit Najiba, en revanche, ne la lâcha pas. Il n'y avait pas de femme Nourou pour rire et observer. Il était grand et fort comme un bœuf, un animal. Son voile dissimulait son visage, mais pas sa rage. Il saisit Najiba par ses épaisses tresses noires et la traîna à l'écart sur plusieurs mètres. Elle essaya de se relever pour s'enfuir, mais il se jeta sur elle comme la foudre. Elle cessa de lutter quand elle vit son couteau, brillant et acéré. L'homme éclata de rire et s'en servit pour découper les vêtements de sa proie. Elle le regarda dans les yeux, la seule chose de son visage qu'elle pouvait voir. Ils étaient bruns, dorés, pleins de colère. Ses paupières tressaillaient. Tout en la maîtrisant, il tira de sa poche un appareil en forme de pièce et le posa à côté d'elle. C'était le genre d'instrument que les gens utilisaient pour connaître l'heure, le temps, pour conserver sur eux un fichier du grand livre. Celui-là était aussi doté d'un mécanisme d'enregistrement. Le minuscule œil noir de la caméra se dressa en cliquetant et vrombissant, puis commença à filmer. L'homme entonna le chant Nourou et planta son couteau dans le sable, à côté de la tête de Najiba. 2 gros scarabées noirs vinrent se poser sur le manche. Il lui écarta les jambes et s'enfonça en elle sans cesser de chanter. Entre 2 couplets, il prononçait des mots Nourou qu'elle ne comprenait pas, des syllabes brûlantes, mordantes, grondantes. Au bout d'un moment, la colère s'empara de Najiba. Elle lui cracha dessus et grogna à son tour. Il l'attrapa par le cou, reprit son couteau et posa sa pointe sous l'œil gauche de sa victime, jusqu'à ce qu'elle se tienne de nouveau tranquille. Puis le chant reprit, plus puissant, et il s'enfonça encore plus. Au bout d'un moment, Najiba devint glaciale, puis inerte, puis muette. Elle se réduisit à une paire d'yeux qui se contentaient d'observer la scène. Dans un sens, elle avait toujours été ainsi. Enfant, après être tombée d'un arbre et s'être cassé le bras, elle s'était relevée avec le plus grand calme, avait laissé ses amis paniquer, puis était retournée chez elle retrouver sa mère, qui l'avait emmenée voir une de ses amies rebouteuses. Ce comportement avait le don d'énerver son père. Quand il la punissait d'une bêtise, elle ne laissait pas échapper le moindre son, quelle que soit la force des coups reçus. La lousie de cet enfant n'a aucun respect, se plaignait-il toujours auprès de sa mère. Mais lorsqu'il était de bonne humeur, il la félicitait au contraire pour ce trait de caractère, et disait souvent « Laisse ton alousie voyager, ma fille, vois ce que tu pourrais voir !» À présent,
Son jalousie, cette partie éthérée d'elle-même, capable de faire taire la douleur et d'observer, avait pris le devant. Son esprit enregistrait l'événement, tout comme la caméra de l'homme, dans les moindres détails. Il nota que l'agresseur chantait d'une belle voix, malgré l'âpreté des paroles. Ça dura 2 heures, mais Najiba eut l'impression qu'il s'écoulait une journée et demie. Dans son souvenir, elle avait vu le soleil glisser dans le ciel du désert, se coucher puis revenir. Ce fut long, et c'est tout ce qui importe. Les nourrous chantèrent, rirent, violèrent, et parfois tuèrent. Puis ils repartirent. Najiba resta couchée sur le dos, les vêtements en lambeaux, son bassin bleui et battu, exposé au soleil. Bon, là, je pense que c'est impossible de trouver ça érotique, ou de trouver ça pardonnable, ou de trouver ça normal, ou que ce soit sans conséquence. Bref, là, vraiment, on est dans le viol de ce qu'il a le plus atroce, et ça se ressent totalement dans la manière d'écrire de Nnedi Okorafor. Je vais pas vous faire une analyse de texte, ce serait un petit peu long, mais voilà, hein, là, on est dans la violence brute. Et ce n'est pas du tout gratuit, puisque je veux dire, c'est le thème du roman. On ne pouvait pas faire un roman comme ça, qui parle de la construction d'une fille en opposition totale à ces violences sexuelles qu'elle va subir, puisqu'elle est une enfant de viol, elle va subir l'excision, il y a des filles autour d'elle qui vont être violées, elle-même ne le sera pas, mais enfin voilà, c'est quand même son parcours, sa quête d'identité, en opposition à ces violences sexuelles, et c'était impossible du coup de ne pas parler de la culture du viol, et de ne pas parler de viol dans ce roman, tout simplement. Donc c'est tout sauf gratuit. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant de mettre en regard ces 2 extraits qui sont très différents finalement dans leur manière d'aborder la scène de viol, puisqu'on a une approche très pudique avec Jean-Laurent Del Socorro, et une approche très brutale, très graphique avec Nnedi Okorafor. Mais je trouve quand même que ce qu'elles ont en commun, c'est de ne pas du tout passer sous silence la violence extrême que constitue cet acte pour les victimes, et de ne pas oublier non plus de rappeler qui sont les violeurs. Ce sont des hommes de pouvoir. Ce sont des hommes qui font ça pour affirmer, appuyer leur pouvoir sur des femmes et éventuellement pour les détruire psychologiquement. C'est aussi une arme de guerre dans les 2 cas. Ça permet donc quand même d'aborder le fait que le viol c'est à la fois un acte individuel, un crime individuel que certaines personnes choisissent de pratiquer, et en même temps un phénomène social d'oppression des femmes. Et je pense que quand même ces 2 choses s'articulent de manière assez complexe, et c'est pas le moment de l'expliquer. En plus il y a des tas de féministes qui ont des travaux très intéressants disponibles sur internet pour expliquer l'articulation de ces 2 concepts. Je vous mettrai peut-être quelques liens en barre d'infos, parce que voilà, cette vidéo est déjà assez longue. J'avais promis qu'on traiterait d'un cas particulier de la SFFF, et il va s'agir de dystopies où les femmes, on leur a complètement retiré tout contrôle sur leur fonction reproductrice, sur leur vie sexuelle et sur finalement leur propre corps. Le premier extrait, vous vous en doutez peut-être, ce sera La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ma jupe rouge est retroussée jusqu'à la taille, mais pas plus haut. Plus bas, le commandant baise. Ce qu'il baise, c'est la partie inférieure de mon corps. Je ne dis pas faire l'amour, car ce n'est pas ce qu'il fait. Copuler ne serait pas approprié non plus, parce que cela implique 2 personnes, or ici il n'y en a qu'une qui est en jeu. Violer ne convient pas non plus. Il ne se passe rien ici à quoi je ne me sois engagé. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais il y en avait quelques-uns. Et j'ai choisi ceci. Je reste donc allongé, immobile, et imagine le dais au-dessus de ma tête. Je me rappelle le conseil de la reine Victoria à sa fille. Fermez les yeux et pensez à l'Angleterre. Mais nous ne sommes pas en Angleterre. Je voudrais qu'il se dépêche. Peut-être suis-je folle, et que ceci est une nouvelle méthode de thérapie. Je voudrais que ce soit vrai. Alors je pourrais aller mieux, et ceci disparaîtrait. Serena Joy serre mes mains comme si c'était elle, et non pas moi, qui se faisait baiser, comme si elle trouvait la chose agréable ou douloureuse, et le commandant baise, à un rythme régulier, de pas cadencés, 1, 2, sans relâche, comme un robinet qui goutte. Il est absorbé, comme un homme qui fredonne sous la douche sans se rendre compte qu'il fredonne, comme un homme qui a d'autres choses en tête. C'est comme s'il était ailleurs, à attendre de jouir, tout en tambourinant des doigts sur une table. Il y a une impatience dans sa cadence à présent. Mais n'est-ce pas le rêve érotique de tout homme, 2 femmes à la fois? C'est ce que l'on disait. Excitant, disait-on. Ce qui se passe, dans cette chambre, sous le baldaquin argenté de Serena, n'a rien d'excitant.
Cela n'a aucun rapport avec la passion, ni l'amour, ni le romantisme, ni avec aucune des autres idées qui nous servaient à nous émoustiller. Cela n'a rien à voir avec le désir sexuel, du moins pour moi, et certainement pas pour Serena. Le désir et l'orgasme ne sont plus considérés nécessaires. Ils ne seraient qu'un symptôme de frivolité, comme des jartelles tape à l'œil ou des grains de beauté. Distraction superflue pour des écervelés, démodés. Cela paraît étrange que les femmes aient jadis consacré tant de temps et d'énergie à s'informer de ces choses, à y penser, à s'en inquiéter, à écrire à leur propos. Il est tellement évident que ce sont des divertissements. Ceci n'est pas divertissant, même pour le commandant. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Le commandant, lui aussi, fait son devoir. Si j'en trouvais les yeux, je pourrais le voir, son visage pas déplaisant suspendu au-dessus de mon torse, avec peut-être quelques mèches de ses cheveux d'argent qui lui tombent sur le front, absorbé par son voyage intérieur, ce lieu vers lequel il se hâte et qui recule comme en rêve aussi vite qu'il s'en approche. Je verrais ses yeux ouverts. S'il était plus beau, est-ce que je prendrais davantage de plaisir à ceci ? Au moins, il représente un progrès par rapport au précédent, qui sentait le vestiaire d'église par temps de pluie. L'odeur de votre bouche quand le dentiste commence à vous curer les dents. L'odeur d'une narine. Le commandant, lui, sent l'antimite, ou cette odeur est-elle une forme vindicative de lotion d'après-rasage ? Pourquoi doit-il porter ce stupide uniforme ? Mais est-ce que son corps blanc, hirsute, cru me plairait davantage ? Il nous est interdit de nous embrasser, cela rend la chose supportable. On prend de la distance. On décrit. Alors, il y a des choses particulièrement intéressantes quand même dans cet extrait, c'est notamment le fait que De Fred dise qu'il ne s'agit pas d'un viol parce qu'elle a dit oui. Alors, ça pose quand même la question du consentement. Le consentement, c'est pas vous donner votre autorisation et voilà, vous pouvez plus la retirer. Ça, non, c'est justement un cliché de la culture du viol. Le consentement, vous pouvez le retirer normalement à tout moment. La De Fred, clairement, elle peut pas le retirer, elle peut pas dire non, en fait, j'ai plus envie, stop. Donc, clairement, on est dans un viol, hein, même si elle dit le contraire. Et d'ailleurs, ça participe à toute une série de petites mécaniques qu'on voit dans l'extrait, où elle essaye de minimiser ce qui lui arrive et de se mettre à distance et de penser à autre chose ou de s'imaginer des scénarios alternatifs. Et ça semble être un mécanisme de défense, je sais pas s'il est courant ou pas, mais en tout cas pas rare pour les victimes de viol. Ce qui peut rendre parfois compliqué leur défense, c'est parce qu'on s'imagine que parce qu'elles avaient l'air, je sais pas, relativement calmes et détachées, alors c'était pas un viol, non, c'est une technique de défense parce que c'est quelque chose de traumatisant et que l'esprit essaye de diminuer le traumatisme en mettant un maximum de distance. Un deuxième extrait, et ce sera le dernier de cette vidéo, avec Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg. Des ombres mouvantes au plafond, sur les murs, la lampe est posée par terre près du lit. Sur le lit, une masse composite, des lignes, des courbes, des reflets, qui deviennent soudain deux corps nus, luisants de sueur. Au premier plan, un peu tourné vers la porte, mais les yeux fermés, le visage de Selva à moitié recouvert par sa chevelure défaite. Selva a quatre pattes, en appui sur ses coudes, et le mâle a califourchon sur elle ? Non, derrière elle, à genoux. Il la tient par les épaules, il a les doigts enfoncés dans ses épaules, et il la pousse par à-coups violents. Elle est agrippée au rebord du lit, c'est le lit qui grince. Tout son corps tremble à chaque secousse, ses bras, ses seins, son visage. Le mâle est perdu dans l'ombre au-dessus d'elle, seuls ses cheveux accrochent par moments la lumière. Il accélère son mouvement, et maintenant il souffle, fort. Et tout d'un coup, il tombe sur Selva avec une sorte de gémissement, un cri de gorge bizarre. Elle ne bouge pas, et il glisse pour se retrouver à plat ventre sur le lit à côté d'elle. Il halète. On ne voit pas si les yeux de Selva sont encore fermés. Ses cheveux lui masquent la figure. Au bout d'un moment, elle se couche un peu en biais sur le lit, sans toucher le mâle. Elle dit « Bonne nuit, Aleki », de sa voix précise et froide. Le mâle se lève, ramasse quelque chose par terre, sa robe de chambre. Il l'enfile, se dirige vers le fond de la chambre où se trouve l'autre porte, celle qui mène à l'autre couloir où se trouvent ses appartements, à lui. Sur le seuil, il se retourne et d'une voix pleine de malice triomphante, il dit « Ce qu'il ne faut pas faire, hein, pour être la mère !» Il referme la porte. Selva n'a pas bougé. Au bout d'un long moment, enfin, elle se lève. Il y a des meurtrissures sombres, sur ses épaules, sur ses hanches, sur ses cuisses. Elle prend la lampe,
va la poser sur la coiffeuse, s'assied, prend son grand peigne à manche de corne. D'où elle se trouve, Lisbeth voit très bien son visage illuminé dans l'ovale plus sombre du miroir, les yeux dans les yeux de son reflet, sans un tressaillement quand le peigne arrache un nœud de cheveux roux. La mère pleure. Là, à la différence de La Servante écarlate, on est dans une société matriarcale, mais ça ne veut visiblement pas dire que les femmes ont le contrôle de ce qui leur arrive et le contrôle de leur fertilité, puisque clairement le personnage féminin n'a pas du tout l'air d'accord. Cette scène n'a pas grand chose d'érotique, elle est, je trouve, on voit la violence de ce qui se passe et on voit la violence, les conséquences que ça a sur le personnage féminin qui vraiment a l'air en détresse à la fin de cette scène, alors qu'on est d'un point de vue complètement extérieur, donc ça je trouve que c'est quand même une belle performance de la part de l'autrice. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec ces extraits, c'est qu'on est dans des situations assez exagérées, mais où du coup ça permet de mieux mettre en valeur le rôle de la société en fait dans les violences sexuelles, notamment le viol. Parce que là finalement c'est presque pas les persos masculins les violeurs. Et c'est encore plus vrai pour les Chroniques du Pays des Mers où le personnage masculin n'a vraiment aucun pouvoir, il n'a pas du tout envie d'être là, il y peut rien, même s'il a l'air finalement d'essayer de grappiller des miettes de pouvoir dans cette relation. Mais même dans La Servante écarlate, finalement, le personnage du commandeur a pas vraiment le choix d'être là, il est un peu forcé aussi, même si la violence n'est pas complètement équivalente pour les personnages masculins et féminins dans ces deux extraits. On sent bien qu'il y a une violence qui est plus d'un côté que de l'autre, ou en tout cas qui n'est pas subie de la même façon par les deux personnages. Mais du coup, même si c'est complètement exagéré, parce que là, effectivement, la pression que la société fait peser sur ces femmes pour accepter ces relations sexuelles est énorme et complètement écrasante, elles ont vraiment aucun autre choix, ça pose quand même la question, dans une société où il existe une culture du viol qui quand même pousse les femmes à accepter certaines choses, oui, mais si t'as payé un verre quand même, ce serait pas sympa de refuser. Voilà, il y a des choses qui se questionnent sur le consentement dans une société patriarcale où la culture du viol existe encore et toujours, et c'est des questionnements qui sont pas forcément agréables à regarder en face, mais je trouve que là, la science-fiction joue pleinement son rôle. Félicitations si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, honnêtement elle n'était ni facile à préparer ni facile à tourner. J'ai passé une semaine géniale à lire tout un tas d'extraits de romans où il y avait des scènes de viol. Vraiment, je ne recommande pas, c'était pas terrible. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura intéressé et que ça vous aura aidé à avoir un regard plus critique pour analyser ce que vous lisez et ou ce que vous écrivez d'ailleurs. Et justement, il y a plein d'extraits que j'ai pas utilisés parce que bon, fallait faire des choix. Et c'est le moment où je vous invite justement, mais vraiment sincèrement, c'est pas une formule youtubesque de base, à venir en débattre en commentaire, à venir parler de vos propres expériences de lecture, vos propres analyses, etc. Parce que là, je pense que c'est vraiment un sujet où c'est intéressant qu'on échange nos réflexions. Donc voilà, sentez-vous totalement libre de faire ça. J'essaierai aussi de vous mettre un lien vers les textes sous un format plus pratique à consulter, donc à l'écrit. Alors ce sera soit sur un PDF, soit je vais créer un blog pour l'occasion où je vous ferai les textes pour plus de facilité pour les consulter. Donc n'hésitez pas à aller voir ça également. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!